parlons donc de l'actualité du côté du Nigeria. Cette fois-ci, un enlèvement qui fait 280 élèves du côté de ce pays-là, dans l'état de Katouda. Nous en parlons évidemment dans cette émission car il est question de remettre en question aussi les actions de la CEDEAO qui est censée accompagner les différents États de la communauté d'Afrique de l'Ouest. Je démarre avec vous, Albert Anatole Aïssi. Quelle lecture faire d'un enlèvement comme celui-là? On rappelle que c'est le deuxième du genre en une semaine seulement. Peut-on penser qu'il s'agit d'une mise en garde envers le président Bola Ahmed Tinubu qui récemment avait déjà annoncé des tentatives, en tout cas de ce côté-là, de déstabilisation de son État? Vous savez, Madame Begoudé, nous assistons, n'est-ce pas, là, à plusieurs enlèvements de masse, il faut préciser, ce sont des enlèvements de masse. Lorsque vous parlez de 200, 300 environ d'élèves qui sont enlevés dans l'établissement, c'est quand même, en une semaine, c'est beaucoup. Et ce n'est pas la première fois que le Nigeria est victime de tels enlèvements, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, concernant les jeunes, notamment les jeunes filles et les jeunes garçons. Et deuxième élément d'analyse, nous assistons là en grand format, n'est-ce pas, à l'histoire de l'arroseur arrosé. Je parle ici du président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, qui, dans le contexte qui a fait l'objet de mon coup de gueule tout à l'heure, le contexte, n'est-ce pas, de la révolution au Niger, il allait au filet, il a pris la tête de cette coalition qui avait le projet d'aller sauver le soldat Bazoum dans le cadre d'une intervention militaire du côté du Niamey. Bien évidemment, nous avons pensé que le Niger, autant pour moi, a des moyens militaires pour mener une telle intervention, au même titre que la CEDEAO. Bien évidemment, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé à double sens, d'abord du point de vue du Nigeria et du point de vue de la CEDEAO, qui assiste pratiquement impuissante à des actes terroristes, sur son sol au niveau de sa communauté. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? La première leçon, c'est que la CEDEAO n'est pas capable de résoudre les problèmes au sein de sa communauté, du moins ce qui la dirige. Déjà au Sahel, c'est-à-dire au Mali, au Niger, au Burkina Faso, entre autres, et même au Bénin voisin, nous assistons à des actes terroristes qui sont perpétrés qui sont planifiés par des laboratoires étrangers. Nous ne voyons pas la CEDEAO agir dans le cadre d'abord de l'anticipation de ces actes au travers de la mise en place d'une synergie d'action militaire. Deuxième chose, le Nigeria, qui fait partie des États membres de la CEDEAO, en une semaine, est victime de plusieurs enlèvements de masse des élèves. Là encore, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine ne sont capables d'apporter des solutions appropriées. Rappelez-vous, Madame Begoudé, que dans le contexte des actes terroristes ou des insécurités généralisées du côté du Nigeria, Bola Tinubu avait sollicité l'intervention de l'armée française, des militaires français de ce côté-là. C'est-à-dire une armée qui a été chassée du Sahel parce qu'elle n'a pas été capable d'apporter des résultats escomptés en termes de stabilisation de la situation sécuritaire que nous connaissons, et donc sollicité par Bola Tinubu pour aller sauver le Nigeria, n'est-ce pas, du spectre terroriste. C'est donc une contradiction, on ne peut plus, irresponsable et inacceptable du point de vue des Africains sérieux. Nous pensons donc aujourd'hui qu'il est important pour le président nigérian de faire bouger son armée qu'il voulait envoyer du côté du Niger dans le cas, n'est-ce pas, d'une intervention militaire. La troisième chose, je termine par là, je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que nos États
apprennent à réfléchir, à anticiper, à ne pas toujours compter sur une éventuelle intervention militaire étrangère pour venir régler les problèmes de sécurité au travers de la sous-traitance, soit des sociétés militaires, des sociétés militaires privées, soit au travers des armées. Il faut que l'Afrique, que les dirigeants africains apprennent à régler ces problèmes. Parce que lorsqu'un président de la République est élu, c'est sur la base d'un projet politique, d'un programme politique. Et dans la quintessence de ce programme, très souvent figurent des promesses à la fois de sécurité, de la défense nationale, de la protection des citoyens et de la sécurité de leurs biens. Alors si déjà, dans le cadre de ce programme, de ces promesses politiques, vous n'êtes pas capable d'assurer le minimum tel qu'un père de famille, c'est-à-dire assurer la sécurité de sa famille, à la fin, vous méritez d'être dégagé. Et je pense que les Nigérians doivent pouvoir tirer les leçons et ne pas de cela et ne plus accepter que le Nigeria serve de base arrière à des sociétés militaires privées ou à des armées étrangères pour venir régler les questions de sécurité. Merci Albert Anatole Aïssi. Vous me permettez justement d'aller vers Tapé Grouberra avec cette interrogation. Alors Tapé Grouberra, on rappelle que le président Bola Ahmed Tinubu est à peine au début de son mandat. On rappelle également que l'insécurité au Nigeria n'est pas, elle ne date pas de plusieurs mois seulement, mais de plusieurs années. En 2018 notamment, on pouvait constater la recrudescence encore des attaques terroristes et autres attaques de banditisme, par exemple. Aujourd'hui, le président Bola Ahmed Tinubu est au pouvoir, mais pensez-vous que dans son programme politique, ou alors depuis le début de son mandat, il n'a pas pensé à la question sécuritaire sur son territoire? Merci, Madame Bégoudé. Je salue le docteur Yankiba. Mais en fait, nous sommes ici dans une situation de ce que je pourrais appeler de l'irresponsabilité de l'élite africaine. Oui, c'est le lieu de pointer du doigt cette élite africaine qui nous gouverne. Parce que la question par laquelle vous avez terminé, M. Ahmed Tinubu ne peut pas ne pas inclure dans son programme de gouvernement ce point que je trouve essentiel. Parce que vous l'avez relevé en 2018, on a enlevé 780 enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 61 qui n'ont pas encore, ils sont toujours en captivité. D'autres ont été libérés après qu'il y ait eu des rançons qui ont été payées. Donc c'est un problème qui a été réel. À l'époque, M. Obama et son épouse en ont voulu faire une publicité. Au lieu de chercher à vaincre le mal, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait « We bring our children » et ainsi de suite. Et alors que les États-Unis qui peuvent détecter une aiguille dans le désert n'étaient pas capables de déterminer où se trouvaient ces voyous-là, de Boko Haram et autres. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'a dit tout à l'heure mon frère Anatole Aïssi, c'est, moi j'ajouterai à cela que c'est l'irresponsabilité de nos dirigeants. Comment peut-on comprendre? Et c'est là, je pense, c'est le sens de la question de la CEDEAO. Mais au-delà de la CEDEAO, il y a l'Union africaine qui est toujours prête pour regarder un peu dans les cuisines internes lorsque les populations font des révolutions à leur sein. C'est ça qui devient l'objet de leur communiqué. Tout le monde entier sait, par exemple, qu'au Niger, au Mali, au Burkina Faso, il y a soi-disant d'après des juntes. Mais en même temps, ils sont incapables de faire ne serait-ce qu'un comité, de créer une force qui doit être capable d'endiguer cela. Et c'est ça le sens de notre combat, toute modestie mise à part. C'est pour ça que nous parlons de la création des États-Unis d'Afrique, même si pour le moment nous parlons tout à l'heure des entités à travers différentes parties, mais c'est des problèmes qui vont se résoudre. Mais il faut à la tête, effectivement, des gens qui ont le sens de la responsabilité, le sens du patriotisme, le sens panafricain. Parce que dès cet instant, logiquement, il devait y avoir un mouvement général qui devait être fait d'abord depuis le Niger, qui devait contacter la CEDEAO
qui a toujours prétendu qu'elle a une force d'attente. Bon, en attendant que Bazoum nous soit ramené au pouvoir, au moins ramenez-nous nos enfants. Hein, ramenez-nous les enfants nigériens qui ont été enlevés. Parce que Bazoum, ça peut attendre, ce n'est pas prioritaire. Puisque Bazoum, on sait qu'il est en sécurité. Mais nos enfants, les enfants qui ont été enlevés, sont des lycéens. Ça veut dire que si on ne fait rien, l'année scolaire sera foutue pour eux. Et peut-être même si on ne fait rien, s'il y a des filles dedans, parce que ces voyous ont cette très mauvaise habitude d'enceinte d'autres filles, on ne sait pas quelle maladie cela peut engendrer par la suite. Donc la sécurité est quelque chose de très important. Les États, comment on appelle, le Nigeria a accepté sur son sol, Anatole Aziz a dit tout à l'heure, et on le dit chaque fois, des forces françaises qui sont là, soi-disant pour faire des essais. Il y a les forces américaines. Toutes ces forces sont réunies. Et à côté de ça, on a pu quand même prendre nos enfants. Vous comprenez effectivement deux choses. Soit c'est vraiment de la moquerie dont font, comment on appelle, objet nos dirigeants, nos élites, ceux qui nous gouvernent, notamment M. Tinubu, qui était prêt à envoyer la force. Quelle est la force qu'il voulait envoyer? Et cette force n'est pas capable de vaincre Boko Haram. Avec quels moyens? Des gens qui sont dans des localités qui sont pratiquement, on peut dire, qui n'ont pas de contact avec le monde dit civilisé, peuvent avoir du carburant, peuvent avoir des kalachnikovs, peuvent avoir des moyens, des outils assez élevés pour aller capturer, kidnapper des enfants. Ce sont des questions essentielles sur lesquelles nous nous posons et nous nous rendons compte que ces dirigeants-là, notamment celui que vous montrez à l'écran, M. Tinubu, n'ont pas le sens de la responsabilité. Et je pense que les Nigériens doivent tout faire pour qu'ils partent et qu'à la tête du Nigeria, il y ait quelqu'un qui a envie de s'occuper des problèmes à la fois de son pays et du continent. Merci Tapé Groubera, docteur Yamtimba. 280 élèves enlevés. Pour enlever autant d'élèves, il faut avoir le matériel aussi pour pouvoir se déplacer avec autant d'enfants dans une ville, que ce soit dans le nord ou encore dans le nord-est du pays. On a donc pu constater que ces terroristes ont réussi à le faire. Le président Bola Ahmed Tinubu, il y a quelques jours de cela, annonçait déjà avoir besoin de la Russie sur le territoire nigérien pour la protection de son État, mais également pour sauver la région d'Afrique de l'Ouest. Docteur Yamtimba, quelle lecture justement faire de cet appel de Bola Ahmed Tinubu lorsqu'on se rend aujourd'hui, quelques jours plus tard, avec de tels enlèvements? On rappelle que c'est le deuxième au cours de la même semaine. Il faut partir sur ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est le système, c'est le mode d'organisation sociale de nos pays et leur situation géopolitique. Lorsqu'on décrypte tous ces deux éléments-là, on arrive à savoir non seulement ce qui se passe, mais ensuite ce qu'on pourrait faire pour remédier à la situation. La première chose, c'est de constater que les établissements ou les personnes qui sont enlevées, ce sont des personnes, disons, pauvres. On n'enlève pas du tout les gens riches de la ville ou des villes. Et la région de Kaduna, ou disons l'état de Kaduna, qui est le siège de la plupart des enlèvements, eh bien on n'y enlève jamais les hommes d'affaires, on n'y enlève jamais les hauts responsables de l'administration. Et pourtant, la logique laisserait croire qu'en enlevant ce type de personnes, les rançons pourraient être beaucoup plus élevées. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a donc une raison derrière. Et cette raison peut être macabre et peut faire froid au dos. Ça peut être simplement qu'il y a une collusion entre il y a une collusion éventuelle entre différents acteurs dans le pays qui entretiennent cette situation afin de s'assurer que certains financements puissent simplement continuer à être disponibles. Il peut y avoir également le fait que malheureusement, et ça arrive parfois dans certains États, on entretient un climat de terreur, un climat de, comment dire, d'insécurité. Et en entretenant ce climat de terreur et d'insécurité, eh bien, ça permet de maintenir en place certains budgets, certains avantages, certaines facilités, grâce auxquels, eh bien, un certain nombre de hauts responsables ou un certain nombre d'organisations peuvent en réalité continuer à
à recevoir des subsides, à capter un certain nombre de subsides publics et internationaux. Mais à la vérité, la question, les deux questions fondamentales tout à l'heure que j'évoquais, c'est d'abord la situation, si vous voulez, le mode d'organisation sociale. Dans un pays comme le Nigeria, qui est profondément capitaliste, avec un capitalisme qui est pratiquement sauvage, il est évident qu'un certain nombre de composantes de la société se sentent exclus en fait des fruits de la croissance, du partage des fruits de la croissance, et cela entretient cette sorte de fronde contre les institutions du pays. Mais parce que la solution elle est relativement comment dire, accessible à nos États, et on espère que le président qui vient d'arriver saura trouver les bonnes solutions, parce que c'est une situation qui date quand même de plusieurs décennies, donc on ne peut pas la lui mettre sur le dos, il l'a trouvée. Maintenant, il peut régler cette situation. Un des moyens pour régler cette situation, c'est la propriété de la terre. Parce que si vous réorganisez la propriété de la terre au Nigeria, vous allez mettre fin au moins à 80% des conflits qui ont lieu dans ce pays, et c'est le cas en Afrique. Le problème, c'est que pour arriver à réorganiser la question foncière dans tous ces pays, il faudrait que ces pays-là soient souverains. Or, la question de la souveraineté en Afrique est une question un peu délicate. Délicate parce que la plupart des pays vous ouvrent le visage de pays indépendants, alors que c'est purement et simplement des pays qui sont sous néocolonialisme et ne décident donc pas de ce qui est fondamental. Au Nigeria, il suffirait aujourd'hui qu'on applique, c'est une théorie que je développe dans mon livre Pot Bokibon, à savoir que la terre doit appartenir à ceux qui y ont historiquement droit, qui ont des droits ancestraux qui y sont attachés. Et donc, du coup, tout ce qui peut être développé comme activité économique devrait leur permettre tout simplement de disposer d'actions, d'une part du capital de toutes ces entreprises-là, sous la forme de l'apport de leur terre, puisque les entreprises sont quelque part. Les entreprises ne sont pas posées dans l'air, elles sont sur la terre ferme, utilisent naturellement le foncier. Et là, si le foncier représente au moins 20% du capital de toutes les activités, ces personnes, vont sortir instantanément de la misère. 2, comme elles auront des actifs à protéger, ce sont ces personnes qui vont donc se mettre en travers de tous ceux qui viennent éventuellement pour perturber l'ordre social. Le problème, c'est que vous avez, comme dans pratiquement tous les pays où il y a le capitalisme, vous avez quelques-uns qui contrôlent tout, particulièrement le foncier, et ce contrôle de tout fait que beaucoup se sentent exclus, et les extrémismes sont exploités pour pouvoir capter, justement, pour pouvoir, si vous voulez, entretenir cette situation d'insécurité. Et l'autre chose, c'est que lorsque l'économie est aux mains de quelques-uns, évidemment, c'est une situation potentiellement explosive parce que de nombreuses personnes sont exclues. La deuxième chose, c'est la situation géopolitique. La plupart des pays d'Afrique, je pourrais dire pratiquement tous, en dehors de quelques-uns qui viennent de se libérer, ils sont à peine 5, et on peut ajouter 2 ou 3 qui l'étaient déjà, qui pouvaient revendiquer une certaine souveraineté. La plupart de ces pays sont sous néocolonialisme. Et lorsque les pays sont sous néocolonialisme, il se passe quoi? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez des éléments de conflit qui ne sont pas nécessairement des éléments liés au territoire et au reste, qui sont des éléments liés aux représentations mentales que les gens se font. Ça porte sur la religion, ça porte sur les divergences politiques, etc. Et donc, le Nigeria aujourd'hui, en réalité, ce qui se passe, ces enlèvements et tout ce qui s'y passe, c'est un rappel. Un rappel, une interpellation de l'État nigérian de s'occuper des problèmes du Nigeria. Il s'occupe un peu trop des problèmes qui sont extérieurs au Nigeria. Il est trop porté sur le Commonwealth, sur les États-Unis, sur les questions du monde, pour en chercher une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais est-ce qu'un pays qui n'a même pas la maîtrise
de la sécurité de son pays peut aller parler de façon pertinente de sécurité au niveau mondial? C'est quelque chose de difficile. Et dans votre question sur la CEDEAO, pose en réalité la question que nous posons depuis toujours. Est-ce qu'il y a un seul pays de la CEDEAO qui est qualifié pour parler des questions de sécurité à partir du moment où la plupart de ces pays à l'intérieur n'ont même pas la capacité d'assurer leur propre sécurité? Et dans le Nigeria, je crois ce n'est pas tellement que ce soit une bataille ignorée par la CEDEAO, parce qu'au fond, si le Nigeria a besoin de la CEDEAO pour régler ce type de problème, c'est terrible. Et lorsque vous avez l'étalage de tous les milliardaires nigérians et qu'on vous dise que, sachant quand même qu'il y a très souvent des enlèvements dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, et que le Nigeria ne soit pas capable de déployer de simples drones qui ne coûtent pas une fortune. Un drone à $500, ça vous permet de surveiller une université ou un collège ou un lycée, qu'il ne soit pas capable de déployer ce genre de choses pour une surveillance permanente de ces sites-là, ça pose quand même problème sur la stratégie de gestion des pays depuis 2 ou 3 présidents au moins. Merci, docteur Yamtiba. Alors, peut-être avant de passer à Albert Anatole, ici, si on vous comprend bien plus qu'une une coopération militaire avec des pays stratégiques aujourd'hui, il faut au Nigeria, à plusieurs États africains qui sont dans la même situation d'insécurité, instaurer ce qu'on a appelé la démocratie économique. Il faut commencer par là. C'est-à-dire que les Africains doivent savoir une chose. Moi, je ne sais pas exactement ce que les autres en pensent, mais c'est ce que je crois. Je crois que nous courons après la démocratie électorale, mais la démocratie électorale ne met pas la nourriture sur la table des gens. Ce qui met la nourriture sur la table des gens et qui les contraint à rechercher la concorde et, et une certaine harmonie sociale, c'est le fait de se sentir partie prenante de l'activité de production des biens et services. Si les biens et services sont aux mains de quelques-uns et que d'autres se sentent exclus, évidemment, ils ne se sentent pas concernés par la situation sécuritaire du pays, ou alors ils deviennent des outils de la déstabilisation de leur propre pays. Il faudrait, je prends un exemple tout simple. Quand vous prenez le delta du Niger, l'essentiel du pétrole nigérian est puisé dans ce delta et qui fait du Niger le plus gros exportateur de pétrole au monde avec 1 300 000 barils par jour. C'est énorme, 1 300 000 barils par jour, parce que si vous multipliez 1 300 000 barils par 70 seulement, $70 le baril, vous êtes quand même à quelque chose qui va tourner autour de à peu près 100 millions de dollars par jour. Donc si vous avez 100 millions de dollars par jour et que les gens, c'est les terres de leurs ancêtres, et ils voient simplement le pétrole qui coule. Les gens qui viennent avec eux, ils sont des milliardaires, ils viennent avec des jets privés, ils sont dans les plus belles voitures du monde. En plus, ils vont investir ailleurs. Parce qu'en plus, ce n'est même pas là où on pompe le pétrole qu'ils investissent. Ils vont investir dans d'autres pays et ils vivent la belle vie qu'ils partagent sur Internet. Mais je crois qu'il est quand même légitime qu'on comprenne que les gens ne soient pas contents. Et le fait que, si vous accordez 20% du capital de toutes les entreprises qui sont dans cette zone aux populations auxquelles appartiennent ces terres-là, vous les sortez instantanément de la misère et vous voyez que ces personnes ne vont plus faire des réclamations inutiles. Donc la démocratie économique doit être la base de la constitution de nos sociétés. Et grâce à elle, il sera beaucoup plus facile donc de créer soit les grands ensembles sous-régionaux ou le grand État fédéral du continent pour que des problèmes comme ceux-là soient gérés beaucoup plus efficacement. Merci docteur Yamtiba. Albert Anatole. Ici, parlons donc de cette CEDEAO qui a toujours été très prompte à réagir dans des États comme le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mali en ce qui concerne l'actualité de ce côté-là. Mais aujourd'hui, c'est le silence mouche totalement. Face à une situation insécuritaire qui continue de s'aggraver du côté du Nigeria et qui touche beaucoup plus les plus faibles. On parle là des enfants, notamment des écoliers. Écoutez, c'est quoi l'idéologie de Boko Haram? L'idéologie de Boko Haram, c'est le rejet de la civilisation dite occidentale. Et vous constatez que les cibles choisies, ne constituent pas un hasard. C'est-à-dire, les cibles, très souvent, ce sont les élèves, les écoliers. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les élèves, surtout les jeunes filles, aillent à l'école. Et on les enlève pour en faire soit les usines à fabriquer des enfants,
par les actes de viol, soit des usines à fabriquer des bombes humaines, c'est-à-dire des kamikazes. Pour les garçons, on en fait soit des kamikazes, soit des terroristes. Donc l'idéologie de Boko Haram, au-delà de ce que Yamtima vient de dire, c'est d'abord le rejet n'est-ce pas, de la civilisation dite occidentale. La seconde chose, et c'est un questionnement, l'insécurité, mais alors l'insécurité ne prévaut jamais dans les régions où on exploite le pétrole. C'est comme quelque chose de paradoxal. Ça dit que ceux qui pompent le pétrole le font tranquillement. Vous n'allez jamais entendre qu'une raffinerie a été bombardée par un missile ou bien a subi un attentat terroriste. Jamais. Mais c'est toujours ce que les autres appellent les cibles molles qui sont victimes, n'est-ce pas, d'attaques terroristes. Les écoles, par exemple, les commerçants dans les marchés. C'est quoi le message? Le message, ça ne veut pas pourtant dire qu'il y a un problème de gouvernance, soit politique ou économique du côté du Nigeria, c'est qu'il y a un rejet. Il y a un groupe terroriste, extrémiste, qui pense qu'il faut rejeter, n'est-ce pas, cette affaire-là. Pour revenir à votre question, une même situation ne peut pas être perpétuelle, c'est-à-dire se répéter régulièrement et tout le temps, sans qu'on puisse y apporter des solutions appropriées. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec Yam qui pense que même si Bola Ahmed Tinubu a trouvé cette situation, on ne peut pas lui rendre responsable de ça, non. Il a été élu sur la base de plusieurs critères relatifs à un engagement qu'il a pris vis-à-vis des, n'est-ce pas, des Nigérians. Et parmi ces engagements, vous avez la situation sécuritaire. L'économie, oui. On nous fait comprendre là-bas que l'économie nigériane se porte très bien, mais sauf que le Naira est en chute libre. Mais c'est pas tout le monde qui est riche au Nigeria. Vous avez donc, il a d'ailleurs indiqué, Yam Simba, vous avez une majorité de la population qui est pauvre, qui n'arrive pas à manger 3 repas par jour. Et c'est une cible. Mais alors, une cible appropriée pour les terroristes, c'est-à-dire qu'ils vont vous miroiter beaucoup d'argent pour vous enrôler, et à la fin, vous n'avez pas cet argent. Donc, la CEDEAO n'a jamais été capable de résoudre les problèmes qui se posent de sa communauté. Parce que c'est une institution qui n'est pas là pour ça. Le Mali en a connu. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, le rejet ou bien la sortie du Mali du G5 Sahel? Parce que le G5 Sahel n'a pas été une solution. Qu'est-ce qui explique la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, j'ai envie de dire du Niger, de la CEDEAO? Parce que cette organisation n'a pas été capable de résoudre les problèmes de ses États membres. C'est pour cela que vous avez dans ces États-là qui ont décidé de créer une autre communauté pour pouvoir régler le problème que la CEDEAO, que l'organisation commune, telle que pensée par les pères fondateurs, n'est pas capable de faire. Aujourd'hui, donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. La CEDEAO ne fera rien du tout. La preuve, c'est que certains États membres, comme le Nigeria, font la sous-traitance de leur sécurité, soit du côté de la Russie, soit du côté de la France. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer du côté du Nigeria, où Bola Ahmed Tinubu choisit à la fois la sous-traitance française et la sous-traitance russe. Je ne sais pas comment ça va se passer de ce côté-là. Et en même temps, vous avez les laboratoires américains de ce côté. Parce que le Nigeria fait partie des pays africains qui abritent le plus grand nombre de laboratoires bactériologiques pour des vilairies qu'ils ont l'habitude de faire au travers du monde. Bon, je ne sais pas comment cette cohabitation-là va se passer sur le terrain si d'aventure la Russie accepte une coopération militaire avec le Nigeria. La deuxième chose, j'ai l'habitude de vous le dire, je pense que une situation qui revient régulièrement et de manière récurrente, c'est-à-dire l'enlèvement des citoyens nigérians et qui se répète, ça questionne quand même le mode de gouvernance de ces dirigeants. Est-ce qu'on n'est pas dans l'anticipation? C'est vrai, nous savons que l'armée nigériane est très corrompue. Ses généraux sont corrompus.
puisqu'ils sont propriétaires des raffineries de pétrole, donc, est-ce que cette armée est capable de résoudre les problèmes de ce pays? Lorsque nous savons qu'elle est gangrénée par la corruption, en son sein. Ça pose donc, in fine, un problème de gouvernance. Je parle du fait que la récurrence d'un événement de situation et qui ne trouve pas de solutions appropriées à long terme de manière efficiente et efficace, il y a un problème. On rappelle que Bola Ahmed Tinubu est à la présidence du Nigeria depuis mai 2023. Dans tous les cas, même si c'était hier qui soit arrivé, il a été élu sur la base d'un programme, d'un projet de société. Et je pense que pour qu'il puisse diriger un pays qui s'appelle le Nigeria, il faut qu'il soit sûr que ce pays est en sécurité. Ça, c'est important. Alors, s'il veut diriger un pays, s'il dirige un pays qui n'est pas en sécurité, il n'a pas sa place, il n'est pas à sa place. Tout le monde le sait, Ahmed Tinubu, c'est un agent de la CIA. Bon, alors, il faut donc qu'il sollicite ses parents américains pour régler le problème, mais sauf qu'ils ne sont pas là pour ça. Tout à l'heure, je vous faisais savoir que vous avez des opérateurs économiques américains qui exploitent le pétrole nigérian, mais les raffineries qui sont exploitées par ces derniers ne sont jamais victimes d'attaques terroristes. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça peut s'expliquer peut-être par le fait que ces sociétés sont protégées par des sociétés privées militaires américaines. Même là où ils habitent pratiquement des quartiers, ils ont construit des quartiers qui sont pratiquement ultra sécurisés. Mais est-ce que l'État nigérian ne peut pas s'inspirer, n'est-ce pas, de cela pour assurer la sécurité de tout le monde? Et en plus, la nature a horreur du vide. Si vous avez des gouverneurs qui sont propriétaires, qui sont milliardaires et qui sont ultra protégés, mais attendez, mais vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, des sociétés militaires privées qui assurent votre sécurité et vous laissez les autres populations, en pâtir aux attaques terroristes ou bien aux enlèvements. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance doit pouvoir trouver une solution, pas au niveau de la CEDEAO, mais en interne. Merci Albert Anatole. A ici tapé Groubera, une CEDEAO comme celle-là qui avait décidé de mettre de côté ou alors de rajouter à côté de ces missions économiques, des missions politiques, des missions aujourd'hui même sécuritaires. Peut-elle se saisir de la question sécuritaire du côté du Nigeria? Si oui, comment? Ou alors se trouve-t-on en face d'une ignorance totale de la CEDEAO, de la situation qui prévaut aujourd'hui du côté du Nigeria? Pardon. Il faut savoir que depuis les années 90, la CEDEAO est devenue un instrument aux mains des puissances occidentales. Elle ne sert que les intérêts des Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis. À plusieurs reprises, le président Tiani l'a dit lors de son interview le mois passé. Donc, il ne faut pas que nous regardons vers ce côté, que nous regardons du moins vers ce côté, que nous perdons le temps. La CEDEAO ne va rien faire, puisqu'elle n'est pas là pour résoudre le problème des Africains. À toute fin utile, 40% du territoire burkinabé était dans la main des voyous. La CEDEAO n'a rien fait. Le Mali était occupé par des voyous depuis le nord. La CEDEAO n'a rien fait. Le Niger se trouvait dans pratiquement la même situation que ces pays. La CEDEAO n'a rien fait. Bon, maintenant que c'est peut-être la situation qui se passe au Nigeria, où Tinubu était vraiment ce premier soldat qui se va en guerre, le premier d'abord, peut-être, j'espère peut-être, mais ne comptons pas sur ça. C'est pour cela, dans ma première prise de parole, j'ai dit qu'il faut le plus rapidement possible, dans ce qu'on appelle, je suis d'accord avec l'analyse de mes professeurs, notamment celle du docteur Yamtiba, la question de ce qu'on appelle la démocratie sociale et économique, qui est la chose la plus importante. On nous raconte des histoires. Je mets quiconque au défi de me montrer un seul pays au monde qui s'est développé par la démocratie électorale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Prenons un pays comme la France. La première fois qu'il y a eu des élections
que nous connaissons aujourd'hui, c'était le 23 décembre 1965. Avant ça, un collègue de personnes s'assoit, on élit et puis on dit, toi, tu es président. Pas nous raconter des histoires. Ces pays se sont développés par la rapine en agressant d'autres pays, ce qu'ils appelaient le colonialisme. Je ne dis pas à nos pays de faire la même chose. Donc aujourd'hui, la situation est assez différente et ce n'est pas notre vocation. Nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir à la tête de nos États des panafricains, des gens qui sont fondamentalement en phase avec les populations, qui veulent le bien de leur population, pas des gens qui ont été installés à la tête des États africains pour le compte de l'extérieur. Vous regardez dans ce qui a été dit, et c'est tellement bien dit, le paradoxe. Si on prend tout à l'heure, mon frère Anatole Aïzi a posé la question, quelle est l'idéologie de Boko Haram? On dirait, oui, c'est un groupuscule qui rejette, comment on appelle, l'idéologie occidentale. Mais il n'attaque jamais les Occidentaux. Je ne sais pas ce que je souhaite, mais il n'attaque jamais les Occidentaux. Il n'attaque jamais, je veux dire, ces situations de racisme. Maintenant, sur le plan économique, si c'est parce qu'ils veulent véritablement que, comme l'a développé tout à l'heure le docteur Yamtiba, que les populations, sur le plan social, économique, puissent avoir du bien-être, idéalement, c'est de se battre contre ces multinationales-là. C'est de dire, oui, nous on prend un ou deux responsables des multinationales, pardon, en otage, et on demande qu'il y ait comment on appelle, le contrat soit fait de telle sorte que les populations puissent avoir ne serait-ce que 10%. Ce n'est pas fait. On va prendre des enfants. Et en plus, comme l'a dit le docteur Yamtiba, les enfants des pauvres. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? De deux choses l'une, soit ces gens-là sont des véritables ignorants et qui font ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est des voyous, ou l'autre possibilité, c'est ce que aussi nous avons développé, ce sont des gens qui sont effectivement à la sorte de ces gens-là et qui servent d'épouvantail à chaque fois lorsque, par exemple, les multinationales veulent négocier un contrat. Et je pense que les deux hypothèses ne sont pas antinomiques, d'autant plus que ces gens-là apparaissent subitement, armés. On ne peut pas enlever 208 enfants comme si on enlevait, excusez-moi, ce n'est pas des billes qu'on met dans les poches. Ce n'est pas, je ne sais pas, même des francs CFA, même des billets qu'on met rapidement dans les poches. 208 enfants, si nous sommes conséquents, on va supposer qu'une personne va s'occuper de 2 enfants. Ça veut dire qu'il faut au minimum 104 personnes. 104 personnes qu'on ne peut pas voir, ce n'est pas possible. Qui sont en moto, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour moi, c'était un truc bien organisé, parce que je vous ai dit, il y a eu 780 enfants qui ont été enlevés il y a 9 ans de cela. On a payé des rançons. On n'a pas cherché à éradiquer, comme on appelle ce phénomène du terrorisme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a encouragé cela et on leur donne l'argent, puisque c'est un phénomène, je pense, qui arrange tout le monde. On va dire aux dirigeants nigériens, faites-le, comme on appelle la sécurité des enfants, eux aussi le font. Ça veut dire que finalement, ces multinationales gagnent doublement, puisqu'elles vont payer un peu d'argent à ces voyous qui vont aller enlever ces enfants-là, et on va payer une rançon que ces voyous vont prendre pour acheter des armes, les outils aux mains de ces multinationales, puisque quelqu'un qui est dans Boko Haram, qui n'a pas la possibilité d'avoir, comme on appelle, le contact avec une usine de fabrication d'armes, honnêtement, il faut des intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est qui? Ça sont des bonnes questions. Donc, pour moi, pour finir, c'est pas là je chute. Ne nous faisons pas d'illusions. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine ne peuvent rien faire, d'autant plus que ces structures sont à la solde comment on appelle, des puissances occidentales. Ce qu'il faut, c'est de faire venir à la tête de nos États des gens qui sont des patriotes, qu'ils soient pauvres ou riches, mais qui sont des patriotes qui ont des visées. Et dans le même cas d'idée, faire comme ce que l'a dit tout à l'heure le docteur Yamtiba, mais je prolonge avec l'idée de ce qu'a fait Hugo Chavez, c'est de institutionnaliser, je dis bien institutionnaliser, par exemple, la question des terres et la question des ressources. Lorsque Hugo Chavez arrive au pouvoir, la première des choses, dans la Constitution, il constitutionnalise le pétrole. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que les gens se battent pour déstabiliser, pour qu'on puisse enlever la Constitution.
chaque fois qu'on veut, par exemple, la question, par exemple, prendre le cas du pétrole, il faut appeler tous les Nigériens à un référendum pour dire oui ou non, est-ce que ça va être dans la main des privés. Pour que le contrat qui soit signé, est-ce que on peut le faire. Tant qu'on ne fera pas ça, et que c'est l'État, soi-disant un groupe de personnes, je peux même parler de jeunes qui dirigent nos États, bien évidemment, ils vont donner l'impression qu'ils le font au bénéfice de la population. Ce genre de situation va arriver. Ce n'est pas que j'encourage, mais je dis que ici, il manque une véritable volonté politique parce que ceux qui sont là ne sont pas des gens qui ont la vision et la fibre panafricaine. Merci Tapé Goubera, docteur Yamtimba. On sort de cette question. Il faut quand même des mesures sécuritaires en ce qui concerne ces différentes actions du côté du Nigeria, compte tenu des frontières avec le Cameroun ou encore avec le Bénin. Docteur Yamtimba, après avoir parlé de la démocratie économique ou alors des mesures qui permettraient au peuple de jouir des richesses du territoire nigérian, il faut aussi penser sécurité. Vous ne pouvez pas installer la sécurité si vous n'êtes pas libre. La sécurité, c'est un privilège des gens libres. Si vous êtes dans le néocolonialisme, vous n'aurez jamais de sécurité possible parce que l'un des fondements du néocolonialisme, c'est justement que vous ayez un pays déstabilisé. Si votre pays... Si vous réussissez à assurer la sécurité de votre pays, si vous êtes un État stable, cela ne sert pas les intérêts de ceux qui dominent votre économie et qui ont intérêt à ce que vous ne construisiez pas la concorde nationale. Donc aujourd'hui, un pays comme le Nigeria ne devrait vraiment pas se plaindre. C'est-à-dire que c'est des choses qui agacent au plus haut point, de constater que des présidents se succèdent et l'insécurité perdure. Ce n'est pas normal au Nigeria. Les recettes pétrolières du Nigeria chaque année permettent à ce pays de se payer la sécurité dont elle a besoin. La difficulté, c'est comment est-ce que les ressources naturelles du Nigeria ont été organisées. Quelle est la structure du capital du Nigeria? Est-ce que le problème l'organisation de l'économie nigériane aujourd'hui permet de dire qu'il y a un vrai capital national qui est contrôlé, un vrai capital national qui est contrôlé effectivement par les populations nigérianes. Là, bon, je crois que je ne sais pas si c'est Anatola ici ou Tapé Goubera qui parlait de la monnaie. La question de la monnaie est beaucoup plus délicate que ça. La chute du Naira peut être voulue pour simplement permettre au Nigeria de faire un ajustement de son économie. Donc, ce n'est pas vraiment un gros problème. Et en Afrique, où on utilise le franc CFA, nous devons sortir de l'idée qu'une monnaie forte est forcément une bonne chose. Beaucoup de gens doivent savoir que le franc CFA est plus fort que le won coréen. Or, la Corée du Sud, c'est un pays extrêmement développé. C'est même plus fort, par exemple, que la monnaie de l'Iran. Donc, ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème ici, c'est que le Nigeria a un système de production qui est concentré entre les mains d'une petite minorité. Et cette minorité, malheureusement, peut subir les contestations, si vous voulez, non exprimées de ceux qui sont légèrement au-dessus. Donc vous avez cette minorité qui contrôle toute l'économie et le pouvoir naturellement, et vous avez ceux qui sont ici, qui constituent, si vous voulez, les hauts cadres dans tous les secteurs, et ces hauts cadres peuvent ne pas être contents et peuvent donc soit tolérer, soit organiser, soit éventuellement consentir, avoir un consentement sur l'organisation de ces crimes organisés. Et ces crimes organisés vont donc leur permettre de capter eux aussi un certain nombre de prébendes. Est-ce que c'est la situation du Nigeria? Il faudrait peut-être aller sur le terrain et gratter pour mieux comprendre vraiment ce qui se passe. Mais dans des économies capitalistes, c'est quelque chose qui se voit généralement. De l'autre côté, vous allez constater que un pays comme le Nigeria, on vous vante énormément de richesses, énormément de fortunes épiques.
mais ces fortunes épiques et ce pays qui est riche ne peut pas se permettre d'acheter des drones de 500 € pour surveiller une école. C'est ça les contradictions du système capitaliste. Vous achetez le drone, vous le mettez là, mais il est là. Il peut faire 24 heures. Il y en a qui peuvent faire 36 heures d'affilée. Donc, vous pouvez 1000 €, c'est rien du tout. Les deux drones vont se succéder. Et personne ne pourra donc s'attaquer à ça. Et on vous dit à chaque fois, la police est intervenue et a lancé une attaque. Mais la police était où avant? À partir du moment où vous connaissez un risque qui existe dans votre pays, vous élaborez une réponse pertinente à ce risque-là. Ça veut dire que vous avez la carte et l'armée nigériane ne peut pas ne pas avoir la cartographie de tous ces enlèvements. Donc vous avez une carte dans un état-major qui est suivi, qui est projeté sur un grand écran et les gens suivent. À partir de là, ils savent mieux que tout le monde comment disposer les forces de sécurité pour anticiper sur d'éventuelles attaques sur ces cibles-là. Et les lycées, les collèges, les universités, les marchés, les regroupements de femmes qui n'ont pas encore été attaqués. Et les églises. Les églises, toutes ces zones qui vont donc être classées comme des cibles et comme des zones sensibles, ça leur permet à chaque fois pour chacun de ces sites-là d'identifier le niveau de risque et d'élaborer la réponse à ce risque-là. Donc en fait, je ne comprends pas très bien ce qui se passe au Nigeria, mais il y a là une interpellation grave sur la façon dont l'Afrique est gérée. Mais de manière générale, ou peut-être pour conclure sur ce sujet, le propos que je voudrais tenir est de dire nos organisations sous-régionales ou régionales ne sont pas équipées pour gérer ce genre de menaces. Le Mali avait de manière très claire posé le problème, mais tout ce que la CEDEAO avait entendu et compris, c'était que le Mali les accusait. Mais ce que le Mali leur disait, c'était notre organisation n'est pas outillée pour les menaces actuelles, pour les problèmes actuels auxquels nous faisons face. Vous ne nous avez pas aidés à lutter contre le terrorisme parce que malheureusement, il n'y a pas de mécanisme dans la CEDEAO qui permet de lutter contre le terrorisme. Et cette interpellation voulait leur dire réformons la CEDEAO. Réformons la CEDEAO. Tout ce qu'ils ont compris, c'est qu'on les critiquait. Oups, sanctions. Mais vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. On peut pas. Des gens qui réfléchissent comme ça donnent le sentiment qu'ils sont complètement coupés de la réalité. Sauf que vous avez, et c'est ça la différence entre les pays de l'AES, un pays comme par exemple la RCA également, c'est que leurs dirigeants actuels viennent du peuple. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui dit la RCA, c'était un enseignant d'université, donc qui sortait là dans la rue tous les jours et qui était là avec les jeunes et qui continue à y aller maintenant. Donc il ne perd pas le contact avec le peuple, le petit peuple. Vous avez le Assimi Goïta, c'est un soldat qui était sur le terrain. Traoré, la même chose. Tiani, même s'il est resté longtemps dans la garde présidentielle, mais il était là tout le temps. On se souvient qu'il allait sur le terrain et avec Modi et Barmout, je crois, ils étaient tout le temps au contact de l'armée. Des généraux assez curieux qui étaient au contact de l'armée. Ça permet d'avoir toujours une image fidèle de ce que le pays est. Mais là, vous avez, la plupart du temps au Nigeria, la plupart des dirigeants, en fait, ça sortent de la haute classe, c'est des gens qui n'ont aucun contact avec le peuple, et ça peut donner l'impression très souvent que au Nigeria, les dirigeants gèrent le pétrole et le pays fonctionne tout seul. Et ça, c'est pour cette raison que on peut croire que c'est ça qui a justifié une série de coups d'État pendant les années 80-90, et que maintenant que le pays se stabilise, c'est devenu les Oga qui dirigent le pays. Or, les Oga qui dirigent le pays n'ont aucun contact avec le peuple. Et ça ne les aide pas. Et ils vont vous interpeller la CEDEAO avec raison, parce que la CEDEAO devrait aujourd'hui se réformer totalement. Et il n'y a pas mille chemins. La CEDEAO doit muer en États-Unis d'Afrique de l'Ouest, disposer donc d'une armée. Et vous imaginez l'armée de toute la CEDEAO, ce sera plus d'1 million d'hommes, peut-être 2 millions d'hommes. Et là, les problèmes qu'il y a au Nigeria, etc., quand même, ils vont mutualiser leurs expériences. Et je crois que ça pourrait être géré beaucoup plus facilement. Et l'Union africaine prendrait de la graine pour la création de l'État fédéral du continent. Merci à vous, Dr Yamtimba. Merci, chers messieurs, sur cette question. On va marquer une courte pause. On revient juste après pour aborder la toute dernière thématique de